Nous allons maintenant passer à un autre volet, donc merci Stéphane, un volet plus économique avec lié au transport routier, les limitations de vitesse sur les routes, si on les diminue, qu'est-ce que cela va donner? Le transport routier rend un très grand service à l'économie, il permet aux hommes et aux marchandises de se déplacer facilement. Alors Rémi Prudhomme, je vous interroge, vous êtes économiste, vous vous êtes penché sur ce gain économique qu'apporte le transport routier, mais aussi et surtout sur les pertes qu'une baisse de ces limitations de vitesse pourrait engendrer. Monsieur Prudhomme, éclairez-nous. Merci. Comme vous savez, le gouvernement a annoncé ou décidé, on se perd dans cette distinction, des limitations des vitesses maximales sur différents types de routes. Cette décision, comme toutes les décisions, a des avantages et des inconvénients. Les économistes préfèrent parler de bénéfices et de coûts, mais il s'agit de la même chose. Et le bon sens suggère que, avant de prendre une décision, il faut recenser et peser soigneusement l'ensemble des avantages et des inconvénients. La loi en France va plus loin, elle le prescrit. La LOTI, la loi d'orientation sur les transports intérieurs de 1982, qui est, jusqu'à nouvel ordre, la loi qui s'impose en matière de décision de transport, le dit explicitement, on ne doit pas en France prendre une décision importante dans le domaine des transports sans avoir procédé à une analyse des coûts et des bénéfices et c'est pas de décret d'application, ça s'appelle un décret cadre, quelque chose comme ça, à préciser avec beaucoup de détails la façon dont ces analyses doivent être conduites. Et donc moi je n'ai fait en tant que citoyen républicain et fonctionnaire zélé, je n'ai fait qu'appliquer la loi et j'ai esquissé une analyse coût-bénéfice, ou plutôt 4, puisqu'il y a plusieurs types de routes qui sont éventuellement touchées par ces mesures. Alors, les avantages, le principal avantage de ces mesures, c'est une réduction du nombre des accidents et des tués et des blessés. Ça, c'est un avantage qu'il faut chercher à mesurer et à évaluer. Il y a un inconvénient qui est évident et dont on parle bizarrement assez peu, parce que comme on va le voir, c'est l'élément le plus important dans cette histoire, c'est que si on roule moins vite, on met plus de temps. Et que si on met plus de temps, comme le temps a de l'argent, c'est un coût pour la société. En vérité, d'ailleurs, la totalité des investissements de transport, dans lesquels on met des milliards, qu'il s'agisse des TGV ou d'autoroutes, sont justifiés par les gains de temps qu'ils permettent. Et il y a quelque chose d'un peu bizarre à d'un côté dépenser des milliards pour gagner du temps et d'un autre côté prendre des mesures qui vont faire perdre du temps. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être très savant pour comprendre que si on roule moins vite, on va mettre plus de temps. Donc il faut chercher à évaluer, c'est pas difficile d'ailleurs, il faut chercher à évaluer le temps et à le valoriser. Ensuite, il y a deux éléments dont on n'est pas certain du sens qu'ils vont prendre. Le premier concerne la consommation de carburant. Va-t-on consommer plus ou moins de carburant? Et le second, ce sont les pollutions, à la fois les rejets de CO2 et les rejets de polluants locaux type particules ou oxyde d'azote. Alors j'ai essayé de faire ces calculs. Je ne dis pas que ce que j'ai fait soit à l'abri de la critique et de l'amélioration, bien entendu. J'ai fait ça honnêtement, en explicitant tous les calculs. D'abord, il faut commencer par traduire les diminutions de vitesse maximale en diminution de vitesse moyenne. C'est pas parce qu'on baisserait la vitesse sur les autoroutes de 130 à 120 que la vitesse moyenne diminuerait de 10 km à l'heure. Alors j'ai cherché, les distributions de vitesse, les estimations que j'ai faites valent ce qu'elles valent. J'arrive à la conclusion que pour les autoroutes, la vitesse moyenne que l'on connaît bien, parce qu'elle est bien mesurée, passerait de 113 km/h à 111 km/h. Pour les routes nationales, de 101 km/h à 97, pour les autres routes interurbaines de 80 à 76,
et pour les villes, c'est le plus important, comme vous allez voir, de 44, pour les agglomérations, de 44 km/h à 29 km/h. C'est ce qu'engendrerait la diminution de la vitesse maximale autorisée de 50 à 30. Armé de ces diminutions de vitesse moyenne, on peut s'efforcer de calculer les diminutions du nombre des accidents. Alors c'est très compliqué, il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. On s'appuie sur des études d'un Suédois qui ont déjà 50 ans d'âge et qui a mesuré sur des routes de campagne de Suède des années 60 la probabilité d'accident en fonction de la vitesse. Il dit qu'il y a une élasticité de 3, vous diminuez de 10% la vitesse et vous diminuez de 30% le nombre des accidents. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette élasticité de Nielsen, si on veut l'appliquer, ce qui n'est pas évident, parce qu'elle est un peu absurde, ça voudrait dire que dans beaucoup de cas, si vous diminuez la vitesse de 30 ou 40%, vous avez 0 accident. Vous avez même un nombre négatif d'accidents. Vous ressuscitez des morts en faisant... Donc il faut prendre... Rémi Prudhomme, ce sera l'objet de la démonstration de M. Bozamy tout à l'heure, ce théorème. On va en parler un peu plus tard. Je voudrais que vous insistiez un petit peu, justement, que vous reveniez sur ce que vous avez dit. Sur la route, perte de temps, oui. perte sèche, mais c'est surtout en ville, moi, que ça m'interpelle. Là, vraiment, déjà on ne roule pas beaucoup en ville, alors si vraiment on limite à 30 km/h, ce qui est difficilement tenable, qu'est-ce que ça va donner économiquement ? Alors, j'ai fait le calcul pour les 4 types de routes, à savoir les autoroutes, les routes nationales, les autres routes interurbaines et les routes urbaines. Du reste, le trafic mesuré en véhicules kilomètres, le plus important concerne les routes urbaines, concerne les agglomérations. J'ai les chiffres, c'est plus de la moitié du trafic en France. Donc la mesure qui réduirait de 50 à 30 à l'heure touche plus de la moitié des véhicules kilomètres. Alors les chiffres, on peut les trouver. Le gain, il y a toujours un gain en accident, parce qu'il y a une petite réduction d'accidents. Ils sont très faibles. On est du côté, dans le cas des villes, d'après mes calculs, on est du côté de 300 millions. C'est ça, 0,30 milliards, 300 millions par an. Je peux dire que pour ce qui est de la valeur du mort et de la valeur du blessé, je m'appuie sur des chiffres qui sont les chiffres officiels que le ministère des Transports a publiés à la suite de longues études et qui sont ce qu'on peut faire de moins mal dans ce domaine, même si on est en train d'en sortir de nouveaux qui sont... Donc vous êtes du côté de 300 millions. Les coûts en temps sont très faciles à calculer. Vous avez le nombre de véhicules kilomètres, vous avez la vitesse moyenne avant, la vitesse moyenne après, vous calculez le temps qui était passé, vous calculez le temps qui sera passé à circuler après. La différence, c'est la perte de temps. On a une valeur du temps qui est elle-même donnée par le ministère de l'Équipement. On est du côté de, en simplifiant beaucoup, du côté de 10 € par heure. On multiplie et on arrive à ce chiffre extravagant dans le cas des villes de 44 milliards d'euros par an. 44 milliards. Les chiffres pour les autres routes sont beaucoup plus petits. 200 millions sur les autoroutes, 300 millions sur les routes nationales, 80 millions sur les autres routes urbaines, c'est ça, 800 millions pour les autres routes urbaines. Le plus important de très loin, c'est ce qui se passe dans les villes. Et la mesure la plus désastreuse, c'est cette réduction annoncée de 50 à 30 km à l'heure. Il y a un autre point qui est important à souligner, il concerne les consommations de carburant et les rejets polluants, qui obéissent un peu à la même logique. Alors tout le monde sait que lorsque on est dans des vitesses élevées, une augmentation de la vitesse engendre une augmentation de la consommation au kilomètre parcouru et, bien entendu, des rejets polluants qui sont un peu fonction de la consommation de carburant.
Mais ce que le public a beaucoup de mal à comprendre, c'est que dans les vitesses faibles, en dessous de 60 km à l'heure, lorsque on diminue la vitesse, on augmente la consommation de carburant. Les automobilistes le savent bien, tout le monde sait qu'on consomme plus d'essence à rouler dans Paris qu'à rouler sur une route de province. C'est-à-dire que il y a la courbe qui représente la consommation en fonction de la vitesse est une courbe en U. Lorsque vous n'avancez pas du tout, vous consommez un peu d'essence, vous êtes bloqué complètement dans un embouteillage, ramené au kilomètre, ça vous fait une consommation infinie. Vous divisez quelque chose qui n'est pas élevé, mais enfin, vous le divisez par 0, c'est l'infini. Ensuite, la vitesse augmente, votre consommation diminue, jusque vers 60 km, il y a un plateau, et puis au-delà, du côté de 80, 90 km, cette courbe augmente. Je suis sidéré par le fait que la majorité des journalistes, pas ceux qui sont ici, qui savent de quoi ils parlent, mais la majorité des journalistes, merci. Et vous pouvez dire la majorité des hommes politiques, pas ceux qui sont ici, ne veulent pas comprendre qu'on a une courbe en U. Mais ce que ça veut dire, ça veut dire que lorsque les limitations de vitesse maximale dont on parle, en particulier la totalité de celles qui concernent les villes, c'est-à-dire plus de la moitié du transport urbain, routier, du transport routier en général, ces limitations engendreront des augmentations de la consommation de carburant. Et qui dit augmentation de carburant dit atteinte au porte-monnaie des automobilistes, et dit aussi atteinte aux recettes de l'État, puisque la moitié de ce que les automobilistes payent pour leur carburant abonde le trésor public qui, comme vous savez, en a grand besoin par les temps qui courent. En somme, en résumé, si je résume bien ce que vous venez de nous dire, c'est conservons si possible les mêmes vitesses et devenons beaucoup plus vigilants. Tout le monde fera des économies. Ce que je regarde, je chiffre toutes ces choses-là, parce que pour les carburants, c'est pas difficile. Pour le CO2, c'est pas trop difficile non plus. On sait combien de tonnes de CO2 vont être économisées, ou au contraire, économisées sur les autoroutes, ou au contraire être rejetées en plus du fait de la mesure considérée. Et j'ai valorisé ça à 30 € la tonne, ce qui est très généreux, mais enfin ce qui n'est pas absurde. Donc, j'arrive à faire un bilan pour chacun des 4 types de routes. Ce bilan est négatif dans tous les cas. Pour les autoroutes, ça ne change pas beaucoup, parce que les gains de... Il y a des pertes de... on consommerait un peu moins sur les essences de carburant sur les autoroutes, et ça serait donc finalement de l'épaisseur du trait, le temps perdu correspond à peu près au gain qui serait réalisé sur la consommation d'essence et sur les pollutions. Mais pour les 3 autres types de voies, le bilan est très clairement négatif, et il est particulièrement pour les déplacements automobiles dans les zones urbaines. Alors on est, je vous dis, du côté de 50 milliards au total, dont 45 milliards proviennent de ce qui se passe dans les zones urbaines. Mais il est négatif pour tous les autres types de routes, sauf les autoroutes où on est à peu près, dans l'épaisseur du trait, on est à peu près à égalité. En d'autres termes, cette mesure ne passe pas le test d'une analyse coût-bénéfice, et les données sont telles que, même si quelqu'un d'autre refait avec des hypothèses légèrement différentes sur les accidents ou sur la valeur du CO2, les résultats ne seront pas changés. Les analyses de sensibilité montrent que ces résultats sont très robustes. C'est-à-dire que si la loi était appliquée, et si avant de lancer des annonces comme ça, les pouvoirs publics se livraient à des analyses coût-bénéfice que la loi les oblige à faire, eh bien ces mesures ne seraient pas prises.
Bien, merci. Merci René Prudhomme.